sur la question de la rémunération en général, moi je m'inquiète beaucoup de ça. J'ai l'impression que dans ce pays, aujourd'hui, pour certains, demander des augmentations de salaire à leur patron, ça n'est plus chose naturelle, et on se tourne plus volontiers vers le gouvernement, qui doit évidemment prendre sa part dans la discussion sociale, c'est évident. Mais je vois bien, et je pense que par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait une part des limites, des fois, de ce qui pouvait être porté, c'est-à-dire le respect du patron, cette figure de chef d'entreprise qui a été portée au nu. Emmanuel Macron a voulu faire de la France finalement un ensemble de petits chefs d'entreprise. Il a vanté ce modèle. Alors c'est les métiers Uber, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi son ADN à lui. Et donc de ce fait, je pense que il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui ne s'adressent plus au patronat pour porter un certain nombre de revendications sociales. Et donc de ce point de vue-là, je crois qu'il y a vraiment une bataille à mener en disant que il faut de la conflictualité aussi dans le rapport employé-employeur, parce que de fait, sinon on ne gagnera jamais rien. 2 minutes, on me dit, jamais rien en termes de conditions de travail. Donc cette bataille, elle est amenée. Je pense que pour le coup, on peut la construire collectivement. La question, évidemment, du partage du temps de travail, il faut qu'on l'amène également. On est dans un moment où on a 6 millions de chômeurs, où on a assumé de dire qu'il y a aujourd'hui 10 millions de pauvres en France, et on l'a dit avec une facilité déconcertante, c'est-à-dire que on est dans la crise sanitaire, et là on nous dit oui, il y a des gens qui tombent dans la pauvreté, et c'est assumé. Les gens tombent dans la pauvreté. Et de ce point de vue, c'est pas non plus acceptable de s'en tenir à ça et de dire qu'il n'y a pas une solution qui est celle, évidemment, de partager le travail entre nous. Il y a des gens qui aujourd'hui se tuent au boulot, bossent trop, c'est difficile. Et par ailleurs, on a des personnes qui n'ont pas d'activité. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, il y a à faire aussi et à construire ensemble. Et puis peut-être un dernier point sur la question des services publics. Alors on parlait tout à l'heure, j'évoquais la question de la santé, évidemment qui m'est chère. La question de la santé, c'est aussi le déséquilibre aujourd'hui entre les budgets du soin et de la prévention. Aujourd'hui, la prévention en France, c'est 6% en fait des budgets du système de santé. On peut pas s'en satisfaire. Donc il y a aussi à réarmer ça. Il y a aussi à créer une culture différente en France. Voilà, la question de la prévention, de la santé publique. Il faut qu'on puisse le porter, se dire que c'est toujours mieux de prévenir que guérir, et le réaffirmer, parce que de ce point de vue-là, on a, nous, dans nos rapports à la collectivité avec l'État, on a bien senti qu'aujourd'hui l'État était complètement défaillant sur ce sujet-là de la prévention, de la santé publique, et que finalement, s'il n'y avait pas des collectivités pour faire, ils ne savaient plus faire, et ils n'avaient pas en fait tout simplement des fonctionnaires dont c'était le métier et qui pouvaient s'organiser pour nous aider. Et c'est vrai qu'on s'est sortis en tant qu'élus locaux bien souvent seuls, avec des discours qui changeaient évidemment sans arrêt. On les a tous subis également dans nos vies quotidiennes. Et donc on a besoin évidemment de réarmer le système de santé, de réarmer le système d'éducation et l'ensemble des pans de service public. Moi je pense que service public, évidemment, c'est une manière de prendre la question sociale à bras le corps. Et puis par ailleurs aussi la question écologique. Alors je sais pas si voilà, on est sur un débat sur le social au cœur, mais cela étant, les questions elles sont liées. Et par exemple quand on voit comment la question du ferroviaire, elle est complètement balayée aujourd'hui dans ce pays, alors même que ce serait une alternative à un certain nombre de transports, etc. Et moi je pense que voilà, il y a des sujets sur lesquels vraiment collectivement on peut réussir à trouver, à proposer, et donc pour ça évidemment, je finirai là-dessus, la méthode c'est la discussion. Donc c'est le fait qu'on soit quelques-uns autour de la table aujourd'hui, que vous soyez là et qu'on arrive à se dire les choses, à voir quels sont nos points de convergence, et ils sont nombreux, et puis à assumer aussi un certain nombre de ruptures, et assumer aussi que quand on essaye à travailler des objectifs communs, on est clair sur qui on défend. Moi pour ma part, je défends le camp des salariés. Je pense que voilà, il faut aussi qu'on arrive à se dire ça, d'où on parle, qui on veut défendre dans les choix que l'on fait, et je crois que ça clarifiera aussi la discussion politique, et on en a bien besoin.
Remettre le social au cœur, évidemment, c'est le remettre, à mon avis, au sein de cette question, la remettre d'actualité au sein de la gauche et du mouvement social, et la remettre également au cœur de l'écologie. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, évidemment, comme à chaque crise, qu'elle soit climatique, qu'elle soit économique, à chaque fois, on encense les services publics et une fois terminés, on reprend leur destruction. Aujourd'hui, le gouvernement Macron n'a même pas attendu la fin de la crise sanitaire pour perdurer. Aujourd'hui, les lits d'hôpitaux continuent à être fermés, des hôpitaux ferment au profit de cliniques privées. La fonction publique, évidemment, est totalement agressée, notamment par la loi 3DS. Donc cette loi qui est la continuité en fait de CAP 2022, si certains en ont entendu parler, désormais dans l'ensemble des services publics, y compris la fonction publique, tous les emplois sont ouverts aux contrats privés. Évidemment, la conséquence, c'est pas uniquement le statut de fonctionnaire ou les statuts de cheminots, les statuts des agents EDF, c'est pas pour défendre les statuts en soi et que les agents en soi. Sans ces statuts-là, les usagers ne sont pas protégés. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire si vous n'avez pas de fonctionnaire des impôts qui est capable de refuser les directives de Bercy qui sont illégales ou en tout cas qui ne s'appuient pas sur une jurisprudence actée, bien évidemment, l'égalité de traitement des impôts disparaît. Si vous n'êtes pas cheminot, vous n'êtes pas protégé par votre emploi n'est pas protégé. Si l'employeur demande à un train de partir, vous n'êtes plus en mesure, ce que font les cheminots aujourd'hui, de refuser que le train parte pour raison de sécurité. Donc c'est réellement, et ça il faut l'entendre, c'est une protection en réalité des usagers, ces statuts dits spéciaux, que ce soit le statut de fonctionnaire ou les statuts des différents services publics. Les réactions unitaires sur ces sujets-là, alors qu'ils sont au cœur du mécontentement social, qu'ils ont été au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes, ces choses-là ne passent jamais évidemment la barre médiatique, mais même ne font pas l'objet aujourd'hui d'une unité à gauche et du mouvement social, ou en tout cas d'un vaste mouvement que l'on aurait pu initier. Et donc c'est une interrogation en fait qu'on doit toutes et tous se poser et se demander pourquoi en fait on est aussi frileux sur ces sujets et plus globalement sur notre modèle social et sur le sujet de la transformation sociale. Parce qu'il me semble que si tous on milite à gauche, en tout cas je pense que c'est le cas de beaucoup de gens dans l'assistance, et c'est notre cas et pas depuis quelques années, donc depuis des décennies, c'est bien parce qu'on est pour la transformation sociale. Et la gauche, c'est ça avant tout. C'est comment est-ce qu'on va faire pour rendre cette société plus humaine et plus juste, et comment est-ce qu'on va faire d'arrêter la concentration des capitaux qui se trouvent toujours être aux mains des mêmes. Comment est-ce qu'on va faire pour que la technologie, les découvertes scientifiques ne soient pas orchestrées par les capitaux, mais servent à l'émancipation humaine. Donc comme je suis en effet plus sur le champ des services publics, par exemple, l'automatisation, l'informatisation aujourd'hui n'ont qu'un seul but, diminuer le personnel, diminuer la qualité et le service rendu, alors que, et reporter en réalité le coût sur l'usager qui doit faire lui-même le travail et qui est responsable en plus du travail effectué. Donc aucun remboursement, etc., etc. Et donc on demande aux usagers de s'adapter en réalité par ces outils-là aux impératifs économiques de société. Et ce n'est plus ces sociétés, donc publiques encore heureusement pour la plupart, qui doivent s'adapter aux besoins des usagers. Oui, c'est quand même un paradoxe que nous soyons ici en train de parler de remettre le social au cœur de la gauche. Et qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Les questions sociales sont au cœur des préoccupations des gens dans ce pays. La première de ces préoccupations, c'est l'emploi en ce moment. On est en train de vivre un désastre en temps réel sur l'emploi qui n'a pas encore produit tous ses effets parce que beaucoup de suppressions d'emplois sont en train de passer sous les radars des plans sociaux et des départs collectifs. On vit des désastres cumulés depuis des années de mise en œuvre de l'ultralibéralisme sous toutes ses formes. Et son dernier avatar en date, Emmanuel Macron, dans la forme libérale autoritaire, déjà un petit peu inaugurée d'ailleurs par Monsieur Valls, qui est devenu depuis chroniqueur à la télévision. Tout le début du quinquennat de Macron a été consacré à rogner les droits, à détruire les droits des salariés, et notamment un droit essentiel, celui du CHSCT qui a disparu, et on ressent aujourd'hui à quel point cette institution est absente des entreprises.
il y a les questions de racisme, d'écologie, qui sont étroitement liées, bien sûr, à la question sociale, y compris en entreprise. Ce ne sont pas des corps étrangers qu'il conviendrait de sortir. Et pourtant, alors qu'à chaque rentrée, les sondages montrent à quel point ces questions sont au cœur des préoccupations, on assiste année après année à des hold-up successifs qui font que nous nous retrouvons systématiquement dans une confrontation droite-extrême droite. On nous annonce des duels droite-extrême droite. Et nous avons aujourd'hui un mouvement de rue où l'extrême droite est particulièrement importante et elle apparaît aux yeux, malheureusement, on peut le regretter, mais c'est la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui, comme captant le rôle principal d'opposant à Emmanuel Macron. Alors comment en sommes-nous là? On en est là d'abord et avant tout à cause de l'état du mouvement ouvrier dans son ensemble, tel qu'on l'a connu au XXe siècle, tel qu'il s'est structuré au XXe siècle. Alors les partis politiques, on le savait depuis quelque temps déjà. Les organisations syndicales, ceux qui sont à l'intérieur, le savent depuis quelque temps déjà, mais ça commence à se voir depuis pas si longtemps que ça. Mais ça commence à se voir très sérieusement. Et alors les gens disent « Ouais, mais les syndicats, qu'est-ce qu'ils font ?» Les syndicats sont en mauvais état, sont mal en point. Et ça aussi, il faut le savoir, il faut le dire. Et il n'y a pas de raccourci à ça, et il n'y a pas de solution facile à ça. On cherche, il y a beaucoup d'actions de type agite-propre qui se développent en ce moment pour tenter de compenser, mais si on ne s'attaque pas aux problèmes de fond, c'est comment on peut aujourd'hui faire du syndicalisme dans un salariat extrêmement éclaté, avec des statuts extrêmement éclatés. Comment on fait aujourd'hui pour créer des rapports de force, pour bloquer la production? Ça, ce sont des questions essentielles auxquelles il faut s'attaquer. Mais ça, ce sont des questions qu'on ne peut résoudre que sur le long terme. Si on n'inflige pas une défaite au libéralisme autoritaire dans les mois qui viennent, eh bien, il va se produire ce qui est prévu, malheureusement depuis des semaines et puis des mois. C'est un énième duel entre la droite et l'extrême droite à la prochaine présidentielle. Et la question sociale qui est au cœur de ce que nous voulons va encore une fois passer à la trappe. Merci. En un an, de quel pourcentage les milliardaires français se sont enrichis, ont gagné leur fortune? C'est 68%. Que c'est un chiffre qu'on doit mettre dans nos mémoires et qu'on doit rendre populaire dans nos familles au repas du dimanche, dans les vestiaires des clubs de foot, à nos collègues, et ainsi de suite. Sur les 68%, ça représente combien de milliards? Ça représente 300 milliards d'euros. Mais 300 milliards d'euros, c'est pareil, les gens, ils savent pas ce que ça veut dire. Ces 300 milliards d'euros, c'est le PIB de la région Hauts-de-France, donc de ma région qui n'existe pas parce que nous, c'est la Picardie, mais c'est pas grave. Mais c'est que 150 milliards, les Hauts-de-France. Donc c'est le PIB de la région Hauts-de-France et de la région Grand Est. Ça veut dire que tout ce qui est produit par les salariés depuis un an, entre Strasbourg et Berck-sur-Plage, entre Lille et Beauvais, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient dans l'industrie, de tout ça, c'est parti pour augmenter la fortune des milliardaires français. Donc c'est une somme absolument considérable. Et évidemment, quand on est... tout le débat, pour nous, c'est même pas de convaincre les gens de ça. C'est de faire que le débat, dans les mois qui viennent, il se déroule sur cette question-là. Parce que je pense que des arguments qu'il faut poser dans ce moment-ci, dans la campagne à venir, c'est se souvenir des brefs moments où Emmanuel Macron a été de gauche. Il faut en garder la trace. Qui est capable de compléter cette citation? Il faudra se rappeler que notre pays repose tout entier. Il faudra se rappeler que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Alors, j'en ai d'autres. Il cite la déclaration de 1789 et il rappelle les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Le général de Gaulle disait au patron en 1945, on vous a pas beaucoup vu à Londres. On pourrait dire au patron du CAC 40 aujourd'hui, on vous a pas beaucoup vu pendant la crise Covid. C'est pas eux qui ont tenu le pays. C'est Aline, c'est Sandy, c'est les assistantes maternelles, ce sont les auxiliaires de vie sociale, ce sont les soignants. Quelle est la reconnaissance qu'ils ont? Est-ce que les agents d'entretien ont vu leurs revenus augmenter de 68%? Non, c'est zéro. Et évidemment, je pense que voilà la question qu'on doit s'efforcer de placer au cœur des mois à venir, de mettre
Macron, mais nous-mêmes, en face de passer de la parole aux actes. Mais que ça soit nous-mêmes qui passions aux actes, parce qu'on ne peut pas trop attendre que Macron le fasse. Je vous remercie. Il ne peut pas y avoir de social sans unité, et pas d'unité sans social. Exactement. La clé pour pouvoir remonter la pente, pour pouvoir nous battre et empêcher ce qu'ils nous annoncent, un duel entre Macron et Le Pen, c'est de réunifier la gauche sur les questions sociales essentielles qui nous concernent tous. Nous sommes 30 millions de salariés. 30 millions. En 1910, on était 3 millions. Pourquoi, quand on est 30 millions, on est sur la défensive? Normalement, nous avons tous le même intérêt. Nous vendons notre force de travail. Le patron nous l'achète. Il nous l'achète moins cher que ce que nous produisons. Parce que s'il ne faisait pas de bénéfices, il ne nous l'achèterait pas. On lui donne une marge sur notre travail. Et cette marge-là, aujourd'hui, François vient de le dire et tous l'ont dit, elle est tellement considérable qu'il n'y a même plus de redistribution. On donnait 250 milliards au CAC 40 et moins de 100 milliards pour l'ensemble des gens qui étaient en chômage partiel, manque de revenus. Et ces gens-là, tous, perdaient 15, 16, 17% de leur salaire. Ça fait 2 ans que ça dure. Vous avez le CAC 40, c'est son meilleur semestre depuis 30 ans. Il y a aujourd'hui 10 millions de pauvres, mais le salaire médian est à 1700 €. Quand on est très précis, on dit 1780. Et ça n'a pas bougé depuis 20 ans. Donc la question du salaire, elle est au cœur de tout. Parce qu'elle nous unifie. On est tous salariés. Qu'on soit dans l'hôpital, qu'on soit derrière un ordinateur en informatique, qu'on soit balayeur, qu'on soit le chauffeur-livreur ou qu'on soit caissier, on est tous salariés. C'est le point commun. Donc il faut une augmentation de salaire commune. Ça commence par augmenter le SMIC. Et la revendication du SMIC aujourd'hui, pour répondre au bref moment où Macron seconde, où Macron est de gauche, l'augmentation du SMIC aujourd'hui est la première des questions. Si c'est pas une petite augmentation qu'il faut. En mai 68, nous avions eu 33% d'augmentation du SMIC et 55% pour le SMAC, qui était le salaire agricole. On peut fixer parfaitement l'augmentation du SMIC à 1800 €, parce que c'est un mot d'ordre unifiant. Et le salaire, c'est pas seulement du salaire net. Parce que moi, j'ai vu maintenant des gens à gauche, et je les respecte, mais pas quand ils disent ça, qui disent non, on va augmenter le net, on va baisser le brut et on va faire de la TVA sociale. Non. Le salaire, c'est net et brut. Net et brut. On peut résigner à ne pas gagner en 2022. Parce que sinon, il ubérisera le travail. Parce que sinon, il supprimera le salaire brut. Le programme de Macron, c'est, rappelons-nous, c'est une France start-up. C'est une société sans statut. C'est sans cotisation sociale. C'est sans droit du travail. Et le but général est ubérisé. Et il a déjà fait passer en 5 ans. Les salariés est passé de 90% de la population active à 88%. Il a viré 2% du salariat. Et l'ubérisation est une menace permanente pour tout. Même maintenant, pour les tests, ils prennent des ubérisés. Et donc faites attention partout. De ce point de vue à ce qu'ils veulent faire. S'il faut casser l'assurance chômage le 1er octobre, c'est pour pousser les gens hors du chômage à se faire auto-entrepreneurs à leur propre compte. Parce que dans les indépendants, les 12% d'indépendants, la pauvreté est encore plus grande. 16,6% des indépendants sont pauvres, alors que 5,3% des salariés sont pauvres. Quand on vous vire du salariat, on vous appauvrit. Il y en a qui tombent dans le panneau, qui disent mais je vais me mettre à mon compte, mais je veux pas de patron, mais je vais être libre. Mais c'est la liberté de s'auto-exploiter. L'Organisation internationale du travail interdit Uber. Nous devrions ici lutter pour l'interdiction d'Uber. Tous salariés. Il n'y a pas de droit à être auto-exploité sans retraite, sans maladie, sans protection contre l'accident. Et donc cette question-là, elle est essentielle pour défendre et le salariat, nous lier à ceux qui se croient indépendants et qui sont plus exploités encore, et avoir un mouvement d'ensemble qui permet de redresser la barre dans le partage entre le travail et le capital. Parce qu'en fait, tout se résume à cette question-là. Le capital, il pompe. Ça ruisselle jamais. Et donc c'est ça qu'il faut contrebalancer.
C'est ça qui est au cœur de la question sociale. Parce que si on contrebalance sur la question du salaire, alors on retourne la machine. Parce que si on est en position de réclamer pour l'infirmière, pour la caissière, pour le chauffeur-livreur, si on est en position de réclamer des augmentations de salaire, on tourne la page de Macron. Vous savez, il n'y a pas besoin de programme avec 100 questions. Si vous gagnez sur une question, parfois, vous enfoncez la porte comme avec un bélier. Et à ce moment-là, toutes les autres questions s'engouffrent derrière. Et une des questions principales, avec le social au cœur, avec le droit des services publics, avec le droit à la santé, avec le droit à la recherche, avec le droit au respect et à la dignité des personnes, avec le droit du travail. Et le droit du travail, ils l'ont tellement cassé. Tellement cassé. Vous savez qu'il y avait 425 000 délégués du personnel, membres de comités d'entreprise, qui étaient membres de CHSCT, qui étaient des délégués syndicaux. Il y en avait 425 000 avant les lois El Khomri et Pénicaud. Il en reste probablement moins de 200 000. Alors quand il parle du dialogue dans les entreprises, les assassins du dialogue, c'était El Khomri, Pénicaud, Hollande et Macron. Et les assassins du dialogue, il faut renverser ça en redonnant la parole à ceux qui sont les représentants des salariés, avec de la démocratie pour la santé, de la démocratie pour les salaires, de la démocratie pour la dignité, et une solidarité et une unité de tout le salariat pour y parvenir. Merci.